à tous. Je suis Arnaud Rantenier, je dirige le service appui aux entreprises et à l'innovation au sein d'Odeller Lorient Technopole. Bonsoir, je suis Fabienne Le Gallio de la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. Alors, on est ravis de vous accueillir pour la conférence du Connecting qui va démarrer dans quelques instants. Et on va accueillir sur scène, en mode introduction, messieurs Fabrice Velli et Pierre Montel. Donc Fabrice Velli pour le compte de Lorient Agglomération et Pierre Montel, président de la CCI du Morbihan. Messieurs. Sous vos applaudissements. Bonsoir. Oui, pour parler, on peut enlever le masque. On peut enlever pour parler. Bienvenue à tous les deux. On a prévu un petit temps de questions-réponses sur la thématique de la journée. En fait, le fil rouge étant lié autour du numérique, de la formation et du recrutement. On souhaitait avoir l'avis aiguisé de deux personnalités du territoire pour nous donner à connaître leurs avis sur les enjeux majeurs de ces thématiques-là. Je vais commencer par vous, Président Montel. Oui. Donc la première question, sur la partie formation, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, quels sont les enjeux majeurs que vous avez identifiés sur l'impact du numérique au niveau de la formation ? Bien, mais écoutez, d'abord, avant de parler de numérique, je souhaite plutôt mettre en perspective la formation. D'abord, la formation, elle évolue comment, la formation professionnelle aujourd'hui ? Des dernières études semblent confirmer qu'il y a un intérêt croissant pour des formations tout au long de la vie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour permettre notamment de ne pas rester sur ses acquis, de monter en compétences ou de changer d'orientation professionnelle complètement. Et là, ce sont des véritables tendances, que ce soit pour les dirigeants ou leurs salariés. Je veux aussi vous apporter deux éléments qui ont retenu mon attention sur une étude récente de la DARES sur l'utilisation du CPF, le compte personnel de formation. C'est des choses qu'on a constatées d'ailleurs chez nous à la Chambre. L'étude fait part d'une augmentation particulièrement importante des formations en création et reprise d'entreprise entre 2019 et 2020. On le constate à la Chambre, le succès de nos formations dédiées aux futurs entrepreneurs ne se dément pas, et quand la formation est couplée à de l'accompagnement individualisé via ce qu'on appelle le pass création notamment, c'est le parcours gagnant qui permet à un créateur de réussir ou de reprendre correctement son entreprise. Autre point, la DARES, elle évoque également des délais de formation qui sont raccourcis ces dernières années. Il faut aller plus vite, plus efficace et proposer des contenus de meilleure qualité. Alors comment ça se passe ? Eh bien, ces contenus, en réalité, ils sont plus percutants, ils sont innovants et ils sont utiles à la montée en compétences des apprenants et surtout pragmatiques parce qu'ils permettent une mise en œuvre et un retour sur investissement rapide pour les entreprises et les financeurs. Et là, le numérique, à mon avis, a toute sa place. On aura l'occasion d'en reparler. Pourquoi ? Parce qu'il peut allier le présentiel, mais aussi le distanciel. Donc, ce sont des solutions mixtes. Donc, certainement, on aura à reparler parce que la dose, comment le faire, on est vraiment dans le domaine de l'expérimentation. Mais ça permet de gagner du temps, de mieux s'organiser et de ne pas renier l'intérêt du contact humain, du réseau, du parrainage, qui sont des facteurs importants, et notamment au moment du lancement de l'entreprise. Donc, se créer son propre réseau pendant la période de formation pour demain, quand on est à la barre de l'entreprise, ne pas se retrouver tout seul. Merci beaucoup. Fabrice Velli, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette partie thématique numérique et formation ? Quel est votre avis, votre retour sur le sujet ? Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement... Donc Fabrice Velli, donc moi je suis vice-président à l'Aglo, donc je représente aujourd'hui Fabrice Levert, le président de Lorient Agglomération, maire de Lorient, qui est à Paris pour le congrès des maires de France. Moi-même je suis aussi maire de la commune de Caudan. Je ne suis pas au congrès, ça sera une autre fois, mais bon, c'est pas bien important. Donc en fait ici, effectivement, Lorient Agglomération, donc il y a également Valérie Rodriguez que je vois là au premier rang, qui est conseiller délégué à l'Aglo aussi, chargé de la formation et de l'économie sociale et solidaire. Et Lorient Aglo, effectivement, est un partenaire des organismes de formation. Et on est aussi
en tant que collectivité, la Lorient Agglomération ou les communes, des employeurs, et donc à ce titre aussi confrontés au problème de la formation et du recrutement. Et donc j'abonde complètement ce que disait Pierre, hein, sur l'aspect, sur la nécessité de ces formations. Et on a aussi un volet, une spécificité sur l'Orient Agglomération, avec, vous avez peut-être entendu parler, il y a eu un article dans la presse ce matin sur le Coworkit, qui est une branche du projet HIT, Handicap, Innovation, Territoire, et qui vise à faire de l'Orient Agglomération un territoire d'inclusion aussi pour les personnes en situation de handicap. Et c'est aussi là que la formation et le e-learning peut prendre toute sa signification aussi à destination des personnes en situation de handicap qui peut-être, on parlait tout à l'heure d'exemples de personnes qui sont en situation de reconversion professionnelle obligatoire, puisque bon là, un accident de la vie, on a à Carpap des spécialistes de la rééducation, et on est confronté à ils ont des gens qui sont en activité professionnelle qui se retrouvent obligés de changer brutalement de cap, et la formation et les formations en particulier peut être aussi un volet très intéressant pour ces personnes, pour pouvoir après répondre aux besoins de recrutement d'entreprises. On a été voir, Valérie, tu étais là aussi, CGI, à l'Armor Plage, qui est une entreprise qui développe des solutions logicielles pour la grande distribution, et qui, comme beaucoup d'entreprises du domaine technique, scientifique, a des difficultés de recrutement, et donc a mis en place des outils de formation qu'ils ont eux-mêmes d'ailleurs dû rendre complètement digitaux en quelques semaines l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et donc il faut imaginer des passerelles justement, entre autres, sur le lien entre les entreprises et le monde les personnes en situation de handicap, où là il y a vraiment du potentiel et des ressources humaines qui sont présentes sur le territoire, et qui sont, j'en suis convaincu, prêtes à répondre aussi à la demande des entreprises. Et la formation pour ça, ça sera un moyen pour elles d'y parvenir, et l'inclusion, elle passe aussi par là, quoi. Alors justement, sur le recrutement et l'emploi, on sait qu'il y a des entreprises et des filières actuelles qui ont du mal à recruter. Il y a des tensions sur certains secteurs d'activité. À votre sens, quel peut être le rôle du numérique sur cette partie-là, sur le recrutement et l'accès à l'emploi? Alors, le recrutement, là c'est tous les jours que la presse en parle. Le recrutement, il est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations des entreprises du Morbihan, comme partout ailleurs. Comment attirer des salariés, comment les entreprises, a fortiori les entreprises de notre territoire, qui sont des petites et des moyennes entreprises, qui n'ont pas dans leur pratique la culture de se mettre en avant, alors qu'elles doivent être visibles sur les réseaux sociaux et sur le web. Et il s'agit pour ces entreprises d'une nécessité absolue. À défaut, elles prennent le risque qu'on les oublie. Et du coup, pour recruter, ce sera encore plus compliqué. Donc, d'une façon générale, considérons qu'il faut travailler son image, travailler ses atouts d'employeur. Donc, on développe ce qu'on appelle la marque employeur, des capsules vidéo, des escales métiers, des CV d'entreprise, notamment pour les plus petites, qui sont autant de créneaux, autant de moyens qui sont donnés pour permettre aux entreprises de faire connaître leurs valeurs, pour faire connaître leur culture, aussi développer en interne ce qu'on appelle l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est le salarié qui va vous permettre d'en trouver d'autres. Hein. Tout ça, c'est des bonnes idées. Il faut aussi de plus en plus toucher des publics qui sont éloignés de l'emploi. Quand on arrive à des taux d'employés comme on est aujourd'hui, de taux de chômage qui sont certes encore trop forts, mais qui sont assez faibles, malgré tout, par rapport à ce qu'on a connu. Les demandeurs d'emploi disponibles sont parfois des demandeurs d'emploi qui sont éloignés de l'emploi. Donc, il va falloir qu'on puisse les former, leur redonner l'habitude de vivre et de travailler dans une société. C'est indispensable. Donc là, on va avoir à développer avec les professionnels des ressources humaines des capacités numériques, tout simplement, pour, dans les différents réseaux, être capable de faire connaître l'entreprise et de permettre de créer ce pont entre le salarié ou le futur salarié et l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets importants.
Et puis, j'ajouterais aussi que ces actions sont d'autant plus réussies que des professionnels des RH et du marketing, alors ça c'est un peu particulier, mais là vous voyez, il faut penser à tout aujourd'hui. Les entreprises doivent vraiment réunir l'ensemble de leurs forces, la RH et le marketing, pour défendre leur projet d'entreprise, parce qu'une entreprise sans salariés, elle ne peut pas fonctionner. Donc ça fait partie donc du marketing, et on est amené à les amener à travailler ensemble. Donc là aussi, des progrès à faire. Je voulais aussi profiter de ce moment que nous avons ensemble pour vous dire que la Chambre de commerce a connu des élections, et le 23 novembre, la nouvelle équipe sera installée. Et nous avons ce soir dans la salle Philippe Rouault, qui sera le prochain président de la Chambre de commerce du Morbihan, que je salue. Merci. Merci. Monsieur Velli, sur ces problématiques de recrutement et d'emploi, peut-être avec une vision de décideur public. Oui, effectivement, tout ce qu'on dit pour les entreprises, c'est évidemment vrai pour les collectivités, peut-être encore plus, parce que souvent l'image des collectivités pas forcément la plus dynamique, on part de plus bas, je pense, et a fortiori, bon, moi je suis maire d'une commune de 7000 habitants, bon, Lorient Agglomération, les services de Lorient Agglomération sont plus développés, il y a 200 000 habitants, enfin 210 000, donc bref, on se retrouve aussi dans une situation de difficulté de recrutement. Je pense qu'il y a des métiers sur lesquels, quand vous faites une formation, souvent, bon, voilà, vous êtes destiné à travailler dans la fonction publique, mais il y a des métiers, en particulier, je pense à la technique, le métier autour de la technique, du bâtiment, enfin, des travaux, etc., où là, on est en concurrence directement avec les entreprises du domaine, enfin, du monde privé, et ça pose des problèmes. Je le vois, moi, à Codan, on a des recrutements en cours, ça se bouscule pas. Et effectivement, la question de l'image, elle est essentielle parce que bon, les communes, elles ont pris l'habitude de communiquer un peu sur les actions à destination, on va dire, de la population, des électeurs, pour parler vulgairement. Mais il va falloir revoir cette communication-là, il ne faut pas l'oublier évidemment, mais il va falloir se tourner vers les futurs agents du service public. Parce qu'actuellement, je pense que si on ne fait pas cet effort-là, on va avoir des gros problèmes. Et bon, voilà, le statut fait qu'il y a une certaine rigidité et il va falloir s'adapter. Et le digital learning va, j'espère, permettre justement de gagner un peu en souplesse pour compenser un petit peu les lourdeurs administratives qu'on peut connaître dans les différents statuts. Bon, en disant ça, j'ai pas fait beaucoup avancer les choses parce que c'est un vaste problème. Mais je pense que voilà, c'est quand même. Enfin, je pense que moi, je suis élu depuis 18 mois. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert là depuis ça, et je me rends compte que c'est un problème qu'on risque d'avoir de façon assez aiguë. Et donc voilà, l'image de la commune, des collectivités en général, il va falloir la travailler, non pas forcément uniquement envers les habitants, envers tout ce qu'on peut faire, mais aussi vers les futurs agents parce qu'on en a besoin pour faire tourner les services. Et c'est vrai que bon, cette image, elle est à travailler, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on soit agile, et ça permettra de gagner aussi en vélocité pour pouvoir y arriver. Et c'est vrai que cette image-là, voilà, il faut vraiment travailler là-dessus pour les communes, les collectivités, les entreprises. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux. C'est sur finalement ces questions ouvertes et ces interrogations qu'on va demander... Merci pour eux, qu'on va demander à nos deux conférenciers, Claire Devaillé et Yannick Raffnel, de venir nous rejoindre pour justement aborder toutes ces thématiques. Bonsoir. Un micro? Non, moi j'ai mon micro là. Voilà. Bonsoir. Nous, on va continuer sur les enjeux et quels sont les impacts de la formation et du numérique sur la formation et le recrutement. Et je voudrais commencer à poser cette question à Yannick Raffnel, bien sûr, qui va s'exprimer en tant que coprésident d'EdTech France. Et je voudrais lui demander d'abord, en fonction de quoi et d'où tu vas apporter cette réponse compte tenu de ton parcours. Alors, j'étais très heureux de cette invitation à venir ce soir. Je suis rennais, je ne suis pas lorientais, mais avoir l'occasion de venir parler compétences digitales, c'est vraiment l'occasion d'aller illustrer cette transformation colossale qui est en train de se passer, qui se passe pour les organismes de formation, qui se passe pour les acteurs
qui vivent et qui font vivre la formation, l'éducation. Mais évidemment, ce soir, je vais essayer de prendre le pas en essayant de parler à vous tous, qui êtes collaborateurs, qui êtes décideurs, qui êtes entrepreneurs, qui êtes tout ce qui représente la société. Vous qui vivez ce qui se passe en tant que parents, en tant qu'étudiants peut-être, certains, et je vais essayer de prendre tous ces points de vue-là pour compléter ce qui vient d'être dit tout à l'heure, qui est très intéressant sur comment les acteurs locaux le vivent aussi. Et pour ça, je vais m'appuyer sur plusieurs choses. J'ai beau avoir 62 ans, je suis slasher, je suis sans doute plus proche de la génération Y que de celle à laquelle j'appartiens du fait de mon âge. Et ça veut dire que je fais beaucoup de choses à la fois. Donc je suis ce soir en tant que co-président de EdTech France. EdTech France, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est une association d'entrepreneurs. C'est une filière qui représente un peu plus de 400 entreprises qui travaillent dans le domaine. C'est un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et c'est une entreprise qui est une association qui est toute jeune, ça va moins de 3 ans. Hein, donc, mais je suis aussi expert dans le digital learning, c'est-à-dire que moi, ça fait 30 ans que je travaille dans formation et digital. Alors, on disait formation et numérique, on disait à l'époque, d'ailleurs, enseignement assisté par ordinateur, hein, dans les années 90. Et après, on a dit, on va appeler ça la FOAD, la formation ouverte et à distance. Puis après, dans les années 2000, on a parlé de e-learning et maintenant, on parle de digital learning. Voilà. Alors, voilà, je vais essayer de prendre tout ça et de vous faire replacer ça dans le contexte global de la formation en 2021, en 2022. C'est quoi l'enjeu vital pour tout le monde? Et pour ça, il faut qu'on se pose des grandes questions. D'abord, voilà. Une des premières grandes questions, je connais un peu Yannick, donc il m'a donné l'autorisation de lui couper la parole. Oui. Donc la première grande question, c'est quelle est la transformation qui est en train d'être opérée sur les métiers et les compétences? Et il nous a semblé important de d'abord poser ça, puisque formation, c'est bien monter en compétences, et de quelles compétences va-t-on avoir besoin demain? Et demain, c'est dans 2 ans, 3 ans, mais ce n'est pas dans 15 ans. Et oui, parce qu'avant, faire une carrière, c'était assez simple. Et maintenant, faire une carrière, c'est quelque chose, c'est un vrai parcours, c'est un vrai chemin. Et quand on dit se projeter sur les années à venir, c'est être capable de dire, mais finalement, c'est quoi les nouvelles compétences dont on va avoir besoin? C'est quoi les nouveaux métiers? Et comment aller former des gens à des métiers où, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, là-dessus, il y a plein d'études qui ont été faites. Et avec le slide d'après, je vais essayer de vous y répondre. Voilà. La première chose, c'est justement, on a voulu savoir quels allaient être les métiers du futur. Les métiers pour lesquels on va aller créer de l'emploi. Or, on sait que, a priori, 60% des métiers vont être vraiment impactés par l'automatisation, par l'intelligence artificielle. Donc, comment se projeter quand on sait que, grosso modo, 60% des métiers vont vraiment être bousculés? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que dans ces métiers qui vont naître, aujourd'hui, lorsque l'on va dans une salle de classe, vous allez dans une maternelle, vous regardez s'il y a 20 enfants, eh bien, ces 20 enfants, il y en a parmi eux au moins 12 qui vont faire un métier quand ils vont sortir sur le marché de l'emploi, un métier qui n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les 20 ans qui viennent, on a 12% des métiers qui n'existent pas encore, qu'il va falloir inventer. Donc, comment former des gens à des métiers qui n'existent pas? Ça, c'est une vraie question. Et là, eh bien,
l'OCDE a fait des études autour de ça. Alors, normalement, sur les slides, il y a le nom des métiers. Il y a plein de métiers qui sont en train de se lister en ce moment pour essayer d'aller prévoir quels seront ces emplois-là. Et, vous le verrez tout à l'heure. Et l'OCDE a fait une étude sur, derrière ces métiers, quelles compétences vont être nécessaires. Alors, voilà les métiers. Psy-designer en intelligence artificielle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va aller faire que cette intelligence artificielle elle soit acceptée et elle soit au plus proche du fonctionnement humain. Être éthicien pour pouvoir apporter de l'éthique dans tout ce qui va être construit. Être expert en sourcing, en rudologie. La rudologie, c'est la science de la réutilisation des restes et des déchets pour pouvoir aller construire de la valeur. Être écologue circulaire, c'est aussi comment aller travailler sur l'économie circulaire pour pouvoir vraiment aller développer de la valeur sans consommer plus d'énergie. Et architecte, micro-énergéticien, bref, vous avez tous ces éléments-là. C'est une liste, mais vous en trouvez beaucoup d'autres. C'est assez passionnant parce que ça oblige à aller se projeter. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que si on regarde il y a 10 ans en arrière, eh bien, on peut voir 10 ans en arrière que la plupart des métiers en tension aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. D'accord ? Être développeur d'applications sur des smartphones, ça n'existait pas avant le début des années 2010. D'accord ? Et pourtant, regardez combien de personnes sont embauchées là-dedans, par exemple. Et moi, je voudrais vous poser une question à la salle. Savoir qui d'entre vous pense que son métier va être le même dans 2 ans. Vous pouvez lever bien les mains ? Okay. Qui pense que son métier va être le même dans un an ? Ok. Et quels sont ceux qui pensent que dans 5 ans, leur métier n'existe plus ou va être complètement renouvelé ? Et on a quelques mains là aussi. Ok, on a quelques mains. En fait, il semblerait, les études, mais Yannick pourra compléter là-dessus, que c'est peut-être une spécificité de l'Orient qui est relativement stable, mais en fait, il semblerait que la plupart de nos métiers, d'ici 5 ans, vont être complètement renouvelés par notamment le numérique, et que je pense que rares sont ceux d'entre nous qui feront les mêmes activités professionnelles dans 5 ans. Alors justement, quelque chose qui est très très important, et là vraiment je demande toute votre attention autour de ça. Pendant les siècles qui ont précédé, plus on avançait dans un métier, plus on capitalisait dans son expérience pour pouvoir développer des compétences. On était expert dans un domaine parce que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, on avait construit son parcours professionnel. On gérait ses compétences sous forme de stock. Plus on avance, plus son stock de compétences se développe. Ce temps est terminé. Aujourd'hui, est-ce que vous savez quelle est la durée de vie moyenne d'une compétence? Alors, je vais vous demander, il y a le plus court et il y a le plus long. Le plus long, allez, le plus long, la plus longue durée d'une compétence aujourd'hui? 5 ans? 3 ans. Une compétence aujourd'hui a une durée de vie de 3 ans au maximum. Au minimum, si on est data scientist par exemple, c'est 3 mois. Ça veut dire que si je ne renouvelle pas ma compétence, si je ne la rafraîchis pas en permanence, ma compétence n'a plus de valeur. Donc entre 3 mois et 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se former fait partie de son travail. Que se former, des études de McKinsey prouvent qu'en 2030, on va passer 30% de son temps de travail à se former. Se former fait partie du temps de travail. Il n'y a plus « je travaille ou je vais en formation », je travaille et je me forme. Donc la fusion entre le travail et la formation, ça fait partie vraiment intrinsèque de ce que l'on va vivre tous dans les années à venir. Et pourquoi ? Tout simplement parce que de toute manière, même quand quelqu'un sort aujourd'hui
d'une école supérieure avec un titre en tant qu'ingénieur, cette personne va vivre au moins 4 à 5 métiers dans sa vie. Non pas 4 ou 5 employeurs, 4 ou 5 métiers. D'accord ? Tout le monde va changer de métier. Ça n'existe plus le temps où on se formait, on allait choisir son orientation pour, il ne fallait pas se tromper, attention, parce qu'on allait choisir l'orientation qui allait nous permettre de faire les études, qui nous allait amener à un métier qu'on fasse toute sa vie. Ça n'existe plus. Ce temps-là est fini. D'accord ? Donc, se former, c'est vital. Donc, tout ce qui va permettre maintenant d'aller développer ses compétences, ça va faire partie vraiment de manière intrinsèque de notre vie. Non pas simplement de notre vie au travail, de notre vie en tant que citoyen, parce que la fusion entre le temps de travail, le temps personnel, le temps de formation, ça va être entièrement confondu et mélangé. Donc ça, c'est une donnée qui est absolument partagée maintenant par tous les spécialistes de la RH et de la formation. Après, alors, on pourrait se demander quelles sont les compétences attendues. Est-ce qu'aujourd'hui, on tend vers des compétences techniques ou est-ce qu'on tend vers des compétences qui permettent d'acquérir des compétences? Et donc, c'est cette nouvelle dimension qui rentre dans les RH et notamment dans les questions de la formation. Comment est-ce qu'on va accompagner les citoyens, les apprenants, finalement, à apprendre pour faire face à ce flux très important et nécessaire de développer ces compétences? Et oui, puisqu'on ne sait pas vers quel métier former, puisque les métiers n'existent pas forcément, eh bien, l'OCDE a fait des études pour essayer de comprendre quelles seraient les compétences qui ne seraient pas remplaçables par de l'IA, donc par de l'intelligence artificielle. Eh bien, elle a listé ces 4 compétences. 4 compétences clés en termes d'employabilité. La créativité, la coopération, la communication et l'esprit critique. Comment formons-nous aujourd'hui les élèves, les étudiants, les collaborateurs à aller développer ces compétences clés de l'employabilité? C'est une véritable question fantastique dont la responsabilité revient maintenant à tous ceux qui agissent, enseignants et formateurs, pour pouvoir transformer leur manière d'apprendre les autres compétences, ces fameuses compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills. Eh bien, à tout moment quand on forme quelqu'un à une compétence technique, on doit en même temps les former à ces 4 compétences. Et moi, j'en rajoute 2. Ces 2 autres compétences, c'est la résilience et l'apprenance. Alors, la résilience, on entend beaucoup parler. Qu'est-ce que je veux dire au travers de la résilience? C'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on apprend aux personnes, en les confrontant, et on va en parler, à de la pédagogie par projet, en les mettant les mains dans le cambouis, en leur faisant faire des choses, en les mettant en situation où ils ne vont pas réussir parce qu'ils vont apprendre en faisant, eh bien, en même temps, on va les confronter en permanence à des situations dans lesquelles ils sont en échec. Mais se retrouver en échec, c'est ce que l'enfant de 18 mois vit en permanence, ou de 12 mois, ou ça dépend des âges, ou de 24. Il se casse la figure, il a du mal à marcher et il a du mal à faire les choses. Mais ça ne l'arrête pas. De ses échecs, il va réussir à réinjecter ça pour pouvoir réussir et dépasser la difficulté. La résilience, c'est accepter qu'on se met dans des situations dans lesquelles on n'a pas la solution, dans lesquelles on se retrouve en difficulté, et ça nous anime encore plus de cette envie, de cette volonté d'apprendre, de réussir. D'accord ? Apprendre, c'est difficile. Apprendre, ça demande un effort. Eh bien, cet effort, c'est aussi un vrai plaisir. Le plaisir d'apprendre qui fait partie aussi de la nature humaine. Et l'apprenance, eh bien, c'est renouer avec ce plaisir à apprendre. C'est ce que l'on porte chacun dès la naissance et qui s'est souvent fait détruire au fil des années, au fil de l'enseignement et du système scolaire, où on a été dans du jugement, de la stigmatisation et confronté à de l'échec, qui est quelque chose qui vient casser ce plaisir à apprendre. Nous avons un enjeu à renouer avec le plaisir d'apprendre et en plus, à aller vers d'autres compétences
que j'ai nommé les mad skills. Les mad skills, et là je vais toucher au recrutement. Et là, on va ouvrir la porte sur cette question autour du recrutement qui est aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir des collaborateurs qui soient singuliers. Singuliers, ça veut dire qu'ils aient un état d'esprit, qu'ils aient une manière de communiquer, d'entrer en relation avec les autres, une envie de se lever le matin pour aller se frotter aux autres, pour aller travailler et pour exprimer qui ils sont. Cette singularité, eh ben, ça va être des passions, ça va être, pourquoi pas, de l'originalité avec tout ce que les gens font. Parce qu'aujourd'hui, un collaborateur, il ne va pas venir et appartenir à l'entreprise ou à l'organisation en étant simplement le bon collaborateur. Il a aussi ses passions pour le club de foot ou pour la voile ou pour le chant choral. Il a aussi ses convictions et il faut lui permettre d'aller les exprimer. Et tant mieux, parce que c'est aussi ce qui va venir nourrir la valeur et la culture de l'entreprise. Et ce qui est fondamental, c'est qu'avant, on a cherché toujours à aller recruter des gens qui étaient tous sur le même moule. On voulait des gens qui soient sortis de HEC, parce qu'on disait HEC, c'est la meilleure école, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce type de recrutement, c'est quelque chose qui est absolument mauvais pour les organisations, que l'on a au contraire besoin d'aller chercher de cette singularité. Des gens qui viennent porteurs d'une autre culture, qui viennent d'autres types de formations, parce que chacun va apporter sa différence. Qu'avoir des personnes qui viennent de l'étranger, qu'avoir des personnes qui viennent et qui sont des réfugiés, qui vont venir travailler, ils vont amener une ouverture, ils vont amener une singularité, ils vont amener une richesse dont nous avons tous besoin. Et ça, la formation doit en tenir compte aussi. Et ça, c'est vraiment des éléments clés sur l'avenir du recrutement et l'avenir de la formation. Voilà, peut-être avant de repasser à la deuxième point, ce qu'on voulait, sur lequel on voulait échanger ensemble, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur cette partie, sur les compétences, des remarques, des observations de ce que vous voyez chez vous, dans vos entreprises ? Ok. Bon, eh bien, écoutez, on va poursuivre sur le deuxième point qu'on voulait vous présenter, qui est quels sont donc, sur la dimension évidemment de la formation, comment est-ce que aujourd'hui ces nouvelles modalités de formation se mettent en mouvement, se déploient avec le numérique pour faire face justement à ces nouveaux besoins de compétences. Alors, là-dessus, il y a une réponse immédiate qui est, on peut se dire, le digital, c'est devenu une évidence pour tout le monde. Le digital, on l'a vu, 2021, eh bien, le Covid et le digital que tout le monde utilise. Et là, on pourrait se dire, ça y est, c'est gagné. C'est devenu pour tout le monde quelque chose d'acquis. On peut facilement se former et utiliser le digital pour se former. Donc, on pourrait se dire, ça y est, la question est réglée et maintenant, ça va fonctionner. Mon constat, il est très très différent. Et quand je dis mon constat, c'est celui des professionnels. C'est que ce qui a été vécu au travers de cette injonction, souvenez-vous que l'on a tous entendu, qui était « il faut absolument garantir la continuité pédagogique ». On a entendu ça en permanence puisque c'était ce qui était demandé à l'ensemble des enseignants et des formateurs. Or, cette continuité pédagogique, elle s'est faite sous une forme et une seule, c'est-à-dire mettre de la classe virtuelle. Ce qui a permis d'assurer cette continuité pédagogique d'urgence en termes de crise où rien n'était prêt pour beaucoup d'organisations, mais qui, en termes social et surtout en termes cognitifs, pour tous les apprenants, a été une véritable catastrophe. Catastrophe parce que je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi ça, mais on s'est retrouvé finalement exactement comme au 19e siècle. C'est-à-dire un sachant sur scène et un public qui n'est pas là, qui est chacun chez soi, abandonné. Parce que là, on est sur du digital learning où on est dans de l'abandon des apprenants. Chacun est chez eux et il y a simplement une caméra et un écran qui nous séparent. Mais on est dans la même passivité que ce que l'on avait au 19e siècle. On est, et
il n'y a aucune modernité dans la relation pédagogique à aller former en utilisant le digital. On est au contraire dans une régression totale. Donc le digital learning, c'est exactement l'opposé de ce que tout le monde a vécu avec la classe virtuelle. C'est l'antithèse de ce que c'est que d'aller utiliser du digital en formation. Heureusement, il y a plein d'autres solutions. Ces solutions, eh ben, je vais vous les résumer et vous les faire passer rapidement. C'est le fait d'aller utiliser le meilleur des deux mondes. C'est ce qu'on va appeler les modalités hybrides. Le meilleur du digital et le meilleur du présentiel. Non, il n'y aura pas la guerre entre le digital et le présentiel. Il n'y aura pas de guerre entre le digital et l'humain. C'est entre les deux que ça va se passer. L'un ne remplacera pas l'autre. Ça ne marche pas. Et je vais vous le prouver. Dans tout ce qui s'est fait depuis 20 ans, dans tout ce qui se met en place où il n'y a que du digital, que ce qu'on va appeler du e-learning, eh bien, vous n'avez que 6 à 8% des personnes qui vont jusqu'au bout. Les autres ne le font pas, les autres ne le suivent pas. Donc, est-ce qu'on considère que l'on va former 6% des collaborateurs, des étudiants, quel que soit le monde, ou est-ce qu'on s'occupe des autres? D'accord? Si on veut s'occuper des autres, ça nécessite d'aller faire autre chose que de mettre des ressources en ligne et d'utiliser Internet en disant maintenant débrouillez-vous, on vous a mis les choses et à vous de les consommer. D'accord? Donc c'est aller mettre de l'événementiel, aller faire que les gens se rencontrent, c'est, on va en parler tout à l'heure, évidemment d'aller les accompagner. Mais le digital est fantastique. On peut aller utiliser de la vidéo pour pouvoir faire des choses magnifiques, pour aller mettre de l'émotionnel, pour aller montrer les justes mots, les gestes qui fonctionnent, pour aller montrer ce qui est invisible autrement. C'est fantastique. Aller utiliser le digital pour pouvoir amener la formation au moment où on en a besoin sur les smartphones. Bref, il y a plein de choses dans le digital fantastique, à condition d'arrêter de croire à la magie du digital. Le digital n'est pas magique et ne permettra pas de s'endormir et de se réveiller en étant monté en compétence et le sachant. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on va comprendre que c'est dans l'association entre les deux, le présentiel, l'humain et le digital, que ça va se passer. Donc, il n'y a pas de crainte. Les formateurs, les enseignants vont garder leur place, mais leur place va être profondément modifiée. C'est ce que j'ai envie de vous dire. De la pédagogie par projet. Tout le monde a besoin de sens. On l'a dit tout à l'heure. Aller se lancer dans une formation, il faut comprendre quel est le sens de cette formation. Eh bien, il n'y a rien de mieux que la pédagogie par projet, où on va pouvoir être amené sur quelque chose à produire, quelque chose à réaliser et se confronter aux difficultés au fur et à mesure. Et ce qui tombe bien, c'est que dans cette pédagogie par projet, ça se fait en groupe, ça se fait ensemble, on apprend avec les autres, on va en parler tout de suite. Et ça, c'est fondamental, parce que lorsque l'on travaille avec les autres, eh bien, on développe sa communication, on développe son esprit créatif, on développe sa coopération et aussi toute sa capacité à communiquer pour pouvoir après aller montrer ce que l'on a produit. Donc, ces méthodes pédagogiques vont en même temps développer ces compétences transversales dont je vous parlais tout à l'heure, ces smart skills. Et il y a quelques belles startups dont on a mis les noms pour que vous puissiez prolonger et regarder après sur Internet, qui se sont donc spécialisées par cette pédagogie par projet, qui est inscrite dans l'histoire. Les anciens pédagogues l'avaient bien sûr inventée et mis en place. Simplement, aujourd'hui, il y a des solutions développées avec le numérique par des startups qui permettent de les mettre en œuvre de façon extrêmement fluide et facile. Donc, vous avez les quelques noms de ces fleurons de pédagogie par projet. Le troisième point, dès que ça se reconnecte, c'est la dimension sociale. L'homme est un animal qui apprend avec et par les autres. Nous n'apprenons pas seuls, simplement 6% des personnes ont cette capacité à pouvoir apprendre seuls. Donc, qu'est-ce que nous mettons en œuvre comme moyen
pour faciliter les relations les uns avec les autres? Eh bien, il y a plein de méthodes. Il y a apprendre avec les pairs, apprendre de par les pairs, et c'est quelque chose qui est fondamental et qui était pointé tout à l'heure de manière tout à fait intéressante. Oui, dans les entreprises, les managers ont cette responsabilité d'aller animer l'échange entre les collaborateurs. Il y a dans les équipes des gens qui ont une véritable maîtrise de tout un tas de sujets, et ce sont les premiers qui doivent pouvoir aider et former les autres collaborateurs. C'est le b.a.-ba du management, aller reconnaître les compétences, aller les valoriser et organiser cette transmission entre pairs. Et là, il y a aussi des belles startups dont vous pouvez voir les noms, et puis des outils qui se sont beaucoup développés ces dernières années, avec des plateformes collaboratives où finalement les apprenants et d'ailleurs tous les salariés échangent leur savoir jusqu'à l'idée, c'est qu'ils puissent être mutualisés et partagés dans les entreprises. Et le dernier point sur lequel je vais insister tout de suite, c'est le mentorat, cette notion que dès que l'on va mettre en place de l'accompagnement, apprendre à apprendre, donner de la méthodologie, donner de l'attention aux apprenants, eh bien, on va réussir à les garder dans un dispositif sur du long terme. Et on va réussir à les amener, même si c'est difficile, l'impact va être énorme. Au lieu que simplement 10% de personnes aillent jusqu'au bout des formations, si on met du mentorat, c'est-à-dire si on met ce qu'il faut pour prendre soin toutes les semaines des gens qui apprennent de manière individualisée, eh bien, on va pouvoir aller emmener plus de 80% des personnes jusqu'au bout des formations. C'est fondamental. Et là, il y a aussi des belles plateformes qui se sont développées de mentorat avec des mises en réseau individualisées entre un mentor et un apprenant, où justement il y a aussi ce partage de connaissances et cette montée en compétences qui est faite de façon assez fine. Et après, ce sont des perspectives que je vous ouvre, qui sont des moyens d'aller se former avec tout ce que peut nous révéler au maximum la technologie utilisée dans le digital. Je vais parler au travers de ça, par exemple, c'est le slide d'après, tout ce qui est autour... Bouger, à dire vrai, on avait prévu avec Yannick une petite animation sur Klaxoon, qui est un bel outil de nos amis rennais. Ceci étant, je crois que ce n'est pas la peine, puisque vous avez une animation presque de Noël, avec cet écran qui fait des allers-retours. Bah. Ah oui, c'est même pas toi qui le maîtrise. D'accord. Les aspects adaptifs et adaptatifs, c'est-à-dire que les contenus s'adaptent aussi au profil des personnes. Ça, c'est des choses extraordinaires avec cette possibilité d'aller approfondir l'appropriation des contenus par les utilisateurs pour pouvoir retenir, faire ce qu'on va appeler de l'ancrage mémoriel ou de faciliter toute l'appropriation. Ça, le digital et l'intelligence artificielle, les algorithmes mis à disposition à l'intérieur des plateformes facilitent énormément ces logiques d'apprentissage rapide. Le point suivant, après, ce sont ces perspectives. La gamification. La gamification, c'est une approche méthodologique, pédagogique pour aller donner plus de motivation. Ça a du sens sur certains publics. Ça ne marche pas sur tout le monde. Par contre, aller faire de la simulation avec ce que l'on appelle les serious games, ça permet d'aller s'entraîner. Ça permet d'aller faire des salles d'entraînement à des gestes, à des comportements de manière tout à fait intéressante. Là-dessus, il y a des très belles boîtes, même sur le Grand Ouest élargi, mais il y a plein d'entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Et pour aller plus loin encore, il y a tout ce que la réalité virtuelle, la réalité augmentée vont pouvoir apporter. Là, on est avec vraiment un apport et une rupture dans la manière d'apprendre, puisqu'on va vivre, on va ressentir, on va émotionnellement et physiologiquement ressentir des situations, vivre des gestes, apprendre des gestes, et on va pouvoir, sans que ça passe par le cerveau, sans que ça passe par les mots, pouvoir aller développer des compétences à condition que ça soit accompagné, à condition que ça soit partagé. Il y a un rôle toujours du formateur là-dessus, mais c'est extraordinaire parce que ce sont des salles d'entraînement qui sont mises à disposition. Prise de parole en public, je peux vous le dire,
moi qui ai l'habitude et qui fait, dans une ancienne vie, qui était directeur d'acteur, eh bien, lorsque j'ai pris le casque de réalité virtuelle et que je me retrouve avec l'écran qui s'ouvre, avec le rideau qui s'ouvre, et que je suis face à une salle de 2000 personnes où le public va m'interpeller, où je vais pouvoir m'entraîner à aller parler et à réagir, eh bien, on le ressent physiologiquement. On le ressent dans le stress, dans le trac, on le ressent dans la sudation, à tous les niveaux. C'est fantastique. Et je ne peux que vous dire et vous inviter à aller vivre, si vous n'avez pas encore eu de casque de réalité virtuelle sur les yeux, allez vivre ça, c'est extraordinaire. D'accord ? La voix, nouveau média fantastique pour pouvoir aller apprendre, avec les podcasts, avec là aussi l'usage de l'intelligence artificielle autour de la voix pour aller dans des simulateurs. Ça fonctionne de manière magique. On en parlait tout à l'heure. Il va y avoir aussi bientôt, c'est en développement et moi je les ai déjà testés, des outils qui vous permettent avec le smartphone, lorsque vous êtes en train de parler ou quand vous êtes en train de faire de la visio avec d'autres personnes, d'avoir un retour sur est-ce que les gens vous entendent, est-ce que les gens vous comprennent et vous suivent, quel est leur état émotionnel, c'est-à-dire un décryptage émotionnel suivant les expressions des personnes qui sont face à vous, même si elles sont à distance. Ça permet d'avoir un vrai feedback sur sa manière de s'exprimer ou d'aller animer une réunion ou une formation. Donc là, les choses bougent et bougent vraiment très très vite. Voilà ce qu'on voulait vous présenter pour faire un premier un panorama de toutes ces nouvelles solutions et comment le numérique impacte ces solutions de formation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des retours ? Est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez ou tout ça et vous les avez déjà testées pour un certain nombre ? J'espère que ça vous donne envie. Oui, une question ? Peut-être tu peux... Ah ben voilà, on a un micro. Bonjour, je reviens sur le slide sur les compétences qui durent un peu, sur l'expression apprendre à apprendre, que je trouve très belle. Je me pose juste une question, c'est qu'on va avoir du coup des personnels, des ressources humaines qui vont du coup beaucoup évoluer, mais qui vont aussi, on voit bien, avoir plus de créativité, plus de sens critique. Et ça va pas être facile à manager aussi dans les organisations. Quels sont vos insights et votre perspective sur ce sujet-là ? Oui, mais ça tombe bien que les collaborateurs changent parce que de toute façon, les missions qu'on va leur donner aussi changent. Parce que ce qui ne fait pas appel à ça, c'est des choses que l'on va avoir réussi à sous-traiter à d'autres systèmes, à d'autres dispositifs, à d'autres machines, entre guillemets. Bref, ce qui n'a pas de valeur ajoutée, eh bien, c'est des choses dont on va pouvoir se débarrasser facilement. Et c'est vraiment toute cette évolution avec l'IA qui va arriver pour pouvoir dégager toutes ces tâches à zéro valeur ajoutée. Donc ça, on est vraiment encore... Mais en termes de management, évidemment, ça va nécessiter des types de management qui doivent aussi évoluer énormément. Parce que l'esprit collaboratif dans les entreprises, c'est quelque chose qu'il va falloir vivre. Le management horizontal, la culture d'une entreprise pour la transformer en tant qu'entreprise apprenante. Parce que je n'ai pas parlé d'autre chose. La FEST. La FEST, c'est quoi? C'est la formation en situation de travail. On pourrait en parler pendant longtemps. Ça va être un des vecteurs très importants de formation dans l'entreprise, qui va très peu utiliser le digital, qui est qu'on apprend en situation, on apprend avec les collègues, et que autour de ça, eh bien, on va pouvoir créer une véritable culture d'entreprise apprenante dans laquelle chacun a sa place, de manière très différente de ce que l'on a pu connaître avant, de façon pyramidale et hiérarchique. Et puis j'aurais envie de compléter ce que dit Yannick pour répondre à votre question, c'est qu'il me semble qu'il y a un autre champ dont on n'a pas beaucoup parlé. Il y a bien sûr la nécessité des montées en compétences individuelles, qui sont, où le digital learning est particulièrement adapté. Et puis il y a toute cette montée en compétences collectives qui fait appel à des processus d'intelligence collective, dont certains outils collaboratifs sont particulièrement pertinents, mais où le présentiel se révèle très intéressant, voire nécessaire.
Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe à la une autre question dernier dans point, la salle, oui. Merci beaucoup pour cette présentation limpide. Il y a un point qui m'a interpellé sur la pédagogie par projet. Vous allez parler, il y a un point, c'est l'important, ce sont les activités pédagogiques, pas les contenus. Et forcément, ça m'a fait réagir en tant que formateur. Et du coup, j'aurais voulu avoir que vous éclairiez ma lanterne là-dessus pour savoir ce qu'il y a derrière cette phrase Alors, moi, j'ai derrière cette besoin de phrase, contenu quand même. Derrière cette phrase, il y a Michel Serres. Je pense que Ah oui, quand même. tout le monde connaît Michel Serres, ce grand philosophe qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Dans un de ses bouquins magnifiques que je vous invite vraiment à lire, si vous ne l'avez pas encore lu, La Petite Poussette. La Petite Poussette, Michel Serres dit « Elle avait le monde dans la main ». Il parle de sa petite fille qui a un smartphone dans la main. Ce smartphone, c'est la porte ouverte sur tous les savoirs, sur toutes les connaissances. Les connaissances, pas les savoirs. De comment est-ce qu'on va transformer ces connaissances en savoir et surtout, nous, ce qui va nous intéresser, en capacité et en compétences. Eh bien, le rôle du formateur en 2022 n'est absolument plus d'aller transmettre du contenu. Il y a zéro valeur ajoutée d'aller transmettre du contenu. Et moi, je pars du principe que, grosso modo, tous les contenus sont déjà sur Internet. C'est faux, on est d'accord, mais c'est pas grave. Prenons-la comme ça, cette image. Par contre, aller créer des activités pédagogiques, c'est aller se mettre au cœur du processus de la responsabilité d'un formateur, c'est-à-dire comment je vais créer une activité où je vais demander aux personnes d'aller faire quelque chose en allant utiliser ce qu'ils vont trouver sur Internet pour le mettre en situation le plus proche des situations de travail, le plus proche de la réalité, pour qu'en faisant ce transfert au travers de cette activité pédagogique, ils développent leurs compétences. Ça, c'est le cœur du métier du formateur, d'aller développer des activités pédagogiques en allant s'appuyer sur des ressources qui sont n'importe où, partout sur Internet. Voilà, ça c'est la valeur ajoutée. Et après, c'est évidemment d'aller accompagner les gens qui le font et d'aller dans cette logique du apprendre à apprendre, du support méthodologique, voire du support psychologique de l'apprenant dans son parcours, dans son voyage. Voilà. On va peut-être passer à notre dernier point, parce que je vois qu'il est déjà 20h. Donc, après avoir vu donc, les compétences, les nouvelles façons de former, on voulait vous ouvrir sur les enjeux, et notamment les enjeux du digital learning. On en a parlé un petit peu dans le petit groupe où on était tout à l'heure. Et pour répondre à ces nouveaux enjeux qui sont évidemment majeurs, à la fois de compétences, mais à la fois d'inclusion, à la fois de territoire, à la fois de nouveaux métiers, le métier de formateur tel que vous l'avez pu le pratiquer et tel que moi aussi je l'ai pratiqué, et évidemment va devenir obsolète très rapidement. Des nouveaux acteurs se sont mis debout, se sont structurés, se sont organisés pour essayer d'accompagner la réponse à ces enjeux. Et évidemment, on va parler de nous un petit peu, puisque en tant que EdTech France et moi, EdTech Grand Ouest, on peut vous faire l'écho de nos contributions à l'écosystème. Alors, les choses bougent, et tant mieux. Je vous disais tout à l'heure, EdTech France, c'est tout jeune, c'est 3 ans. C'est maintenant 385 membres. On imagine qu'il y a à peu près 550, peut-être 600 entreprises qui travaillent dans le monde de l'high-tech. L'high-tech, c'est l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et la formation pro. D'accord ? Un chiffre, par exemple, pour vous rendre compte comment ça bouge. Entre mars 2020 et avril 2021, il y a eu 120 créations de start-up dans le monde de la high-tech en France. D'accord ? Donc, ça bouge vraiment. Par contre, ces personnes qui travaillent dans le monde du scolaire, dans le monde de l'enseignement supérieur ou de la formation pro, eh bien, elles sont vraiment toutes avec des approches très, très différentes. Certaines vont produire du contenu, certains vont produire des plateformes, certains vont produire des outils, d'autres vont être des organismes de formation, mais qui vont utiliser le digital. Il y a vraiment toutes sortes d'acteurs. Et en plus de ça, de cette association d'entrepreneurs, eh bien, il y a un mouvement que nous avons initié en premier avec Claire sur le Grand Ouest, qui a été de dire avoir des acteurs
qui sont ces entreprises, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut que l'on aille à la rencontre de ceux qui les utilisent, ces outils, et il faut qu'on leur permette de se regrouper. Elle va vous parler de la Tech Grand Ouest, et dans le slide précédent, vous avez vu, il y avait cette mention, il y a 9 hubs régionaux. Eh bien, elle va vous parler de ce que c'est qu'un hub régional avec EdTech Grand Ouest. Et depuis la création, il y a combien de temps maintenant? C'était il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Eh bien, EdTech Grand Ouest a été le premier hub à se mettre en place. Nous l'avons construit ensemble. Et maintenant, il y en a en Hauts-de-France, en Normandie, en Occitanie, au Pays Basque, dans le sud, pour toute la grande région sud. Il y en a maintenant à Mayotte et à La Réunion. Et c'est quelque chose qui est très important. Et elle va vous expliquer pourquoi c'est aussi important. Parce que aller construire des outils, des plateformes, des ressources, si ce n'est pas pour que les gens s'en servent et si ce n'est pas pour accompagner cette transformation, ça ne servira à rien. C'est le rôle des hubs. Et pour vous raconter un peu ce qu'on fait, je voudrais vous raconter juste 2 petites histoires. La première histoire, c'est un lycée agricole qui s'appelle Le Niveau, qui est situé entre, grosso modo, Brest et ici. Vous imaginez, c'est pas un port de pêche, mais enfin, c'est bien perdu. Et la première question qu'ils ont, on a été travailler avec eux pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient développer des formations de digital learning et des cabines de simulateurs pour des tracteurs très particuliers. Et ils nous ont répondu, c'est chouette, les simulations, c'est super de faire des simulations pour la conduite de tracteurs qui deviennent très techniques, mais notre problème, c'est qu'on n'a pas d'Internet, on n'a pas de 3G, on n'a pas de 4G. Donc, le digital learning, c'est bien sûr important, et en même temps, il y a des vraies questions dans les territoires, et je regarde les élus parce qu'on en avait parlé tout à l'heure, des vraies questions tout simplement de connexion, et en plus de la connexion, évidemment, d'inclusion numérique. Comment est-ce que dans les territoires, si on veut faire monter en compétence l'ensemble des populations, comment est-ce que, bien sûr, on les équipe avec des fils, avec des ordinateurs? Les conseils départementaux ont fait énormément d'efforts pendant la crise, mais surtout, comment est-ce qu'on forme tous les citoyens à utiliser le numérique? Et donc, un des rôles de notre association, localement, c'est de travailler avec les acteurs locaux pour voir comment développer des dynamiques d'inclusion numérique et permettre évidemment à tout le monde de s'approprier les outils. L'autre petite histoire que je voudrais peut-être vous partager, c'est on travaille avec Bâtiment CFA Bretagne, que certains peut-être connaissent. Et ils sont venus nous chercher. C'est un métier qui est en train de complètement se révolutionner, ce que j'ignorais avant ma visite chez eux. Maintenant, qu'on soit maçon, plombier, électricien, il n'y a rien à faire. Il faut parfaitement maîtriser les outils en 3D avec le BIM. Voilà. Et donc, voilà tout un pan de la formation qui est obligé de former complètement autrement, évidemment, les apprentis, mais bien évidemment les formateurs, et qui, en plus, voilà un secteur qui n'arrive plus à recruter. Et il y a à sa porte, et quand je dis des wagons, c'est peut-être pas tout à fait correct, mais des bus entiers de migrants qui n'ont qu'une envie, c'est d'apprendre un métier et d'apprendre le français. Et voilà un secteur d'activité et un CFA avec lequel on a beaucoup travaillé pour voir comment, dans le cadre du plan de relance, fédérer autour d'eux à la fois des outils VR pertinents, et tant qu'à faire des outils VR du territoire, parce qu'on aime mieux quand même faire travailler nos amis les Bretons, et puis comment, c'est pas le tout d'équiper en VR, mais comment accompagner toute cette transformation des équipes pédagogiques, comment accompagner aussi l'acculturation de leur écosystème avec les entreprises, c'est-à-dire comment est-ce que les entreprises vont pouvoir accueillir et être relais de formation avec ces nouveaux outils.
voilà, des réflexions autour d'un cas et que l'association accompagne, met en réseau, brainstorm. On a plusieurs équipes de travail qui répondent à la fois aux questions des partenaires et puis aux questions des adhérents, avec un objectif évidemment, c'est de développer le Grand Ouest en grand territoire apprenant EdTech. Et en tout cas, moi, je suis très confiante sur notre capacité du Grand Ouest à le faire. Nous avons suffisamment de belles solutions et puis une ADN d'entrepreneur, une ADN aussi de l'apprentissage. Donc tous les éléments sont réunis et on est d'autant plus fiers d'avancer en phare et de rayonner sur les autres territoires comme Yannick m'invite de temps en temps à le faire. Tout à fait. Voilà. Voilà, peut-être le dernier acteur, parce que ça ne nous suffit pas pour nous, en tous les cas, qui travaillons sur tous ces enjeux. On voit bien le poids de fédérer les startups EdTech, on voit le poids de travailler sur les territoires, mais pour nous, ça nous semble très important d'avoir une longueur d'avance et de s'ouvrir sur, évidemment, ce qui va être demain, après-demain, mais c'est plutôt dans 5 ans ou 10 ans. Et donc, on est un certain nombre dans la salle, et Yannick est un des cofondateurs. J'ai eu la chance de faire partie de cette équipe du Learning Show, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un événement majeur breton et qui rassemble pendant 24 heures, enfin 48 et maintenant cette année 24 heures, tout ce qui se passe en France d'inspirant sur la formation et au-delà de la formation, tout ce qui se passe, comment la formation peut être acteur des transformations sociétales et environnementales. Voilà, donc Et ce ne sont pas des conférences, ce ne sont que des ateliers immersifs, expérientiels, c'est-à-dire c'est un anti-salon, c'est un anti-TEDx, c'est un endroit dans lequel il n'y a que des mises en situation du public, des 500 ou des 1000 personnes qui viennent, qui sont ces professionnels de la formation, des responsables RH, des start-upers, des décideurs dans cet univers en pleine transformation où il faut vivre les choses pour pouvoir être capable de les imaginer et de les penser pour être dans cette prospective. Nous avons cette chance d'être au bon moment, au bon endroit, travailler dans la formation et le digital en 2021 et en 2022, c'est vraiment l'endroit où la société se réinvente, se transforme. On a cette chance extraordinaire et vous l'avez compris, on ne peut faire ces métiers, on ne peut travailler dans ce domaine-là qu'en étant passionné. Et ce qu'on espère ce soir, c'est de vous avoir un petit peu partagé cette passion pour vous faire comprendre combien nous sommes tous acteurs de cette transformation, impliqués et des relais, et qu'on a cette chance de pouvoir utiliser nos compétences, utiliser nos pouvoirs de décision pour pouvoir accélérer ça et faire que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Claire, merci Yannick. S'il y a des questions, on peut prendre encore quelques le questions. temps d'achever. Je sais que ça va être terrible. Voilà, monsieur est courageux, il empêche tout le monde d'atteindre. Voilà, mais on saura attendre. Merci. Bonjour à tous, et j'en fais partie en plus. Une question rapide, j'ai posé la même question en atelier. Qu'est-ce que vous dites? Comment on peut accompagner le patron de TPE, de PME sur ces processus de changement qui est beaucoup moins sensibilisé au numérique que les jeunes qui vont rentrer dans sa boîte, surtout que les compétences vont changer tous les ans et demi. Un mot, reverse mentoring. Je vous explique. Ce que le patron d'entreprise ne sait pas, il l'apprendra de ses collaborateurs. Donc ayons cette humilité-là, ayons cette ouverture-là. Nous avons tous à apprendre de nos enfants, nous avons tous à apprendre de nos collaborateurs, de nos stagiaires, de nos apprentis. Ils ont des pépites dans les mains et des choses extraordinaires à nous apprendre. Acceptons de ne plus savoir. Acceptons d'apprendre tous les jours, nous aussi, de la part de tous ceux qui sont différents de nous.